Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Les Causeries de la Santé. Je vous le rappelle, c'est une émission qui vous est proposée par l'Université numérique de La Réunion avec le soutien de la région, de l'ARS également, une émission qui vous est proposée en collaboration avec le CHU, l'ORS, Observatoire régional de la santé, et l'IREPS de La Réunion. Cette émission, elle s'inscrit dans une série, comme nous le faisons un peu systématiquement. On se situe aujourd'hui dans la série des addictions. On va parler des addictions. L'alcool. L'alcool, c'est le sujet sur lequel nous mettons le projecteur aujourd'hui, mais en particulier l'alcool conjugué au féminin. Et oui, c'est une thématique particulière, même si d'une manière générale, il tendance à ne pas rentrer dans des questions de genre sur sa question de santé. A priori, l'homme et la femme seraient égaux, pardon. Eh ben, pas tout à fait. L'alcool conjugué au féminin, nous allons le voir aujourd'hui. Eh ben, la femme, d'une manière générale, a des vulnérabilités particulières sur lesquelles il serait intéressant de mettre le projecteur, ce que nous faisons aujourd'hui. Pour parler de ce sujet aujourd'hui sur le plateau, nous accueillons docteur David Mété. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement. Docteur David Mété, addictologue au CHU. Peut-être je vais vous laisser tout de suite le temps de nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Écoutez, merci de me recevoir sur votre plateau aujourd'hui pour un sujet important. Donc, moi, je suis le docteur David Mété, je suis médecin addictologue au CHU de La Réunion, dans un service qui prend en soin des patients pour des problématiques diverses d'addictologie, donc des problématiques d'addiction à l'alcool, au tabac, à d'autres substances, mais aussi à des comportements addictifs. Voilà un petit peu en quelques mots pour résumer notre activité. Alors merci. Alors aujourd'hui, on va mettre le projecteur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur un sujet assez précis, celui de l'alcool et celui de l'alcool que l'on conjugue, au féminin. Dans un premier temps, en quoi c'est un sujet? En quoi il y a quelque chose de spécifique? Qu'est-ce qui en fait que finalement c'est intéressant aujourd'hui d'en parler? Et c'est intéressant pour les femmes aujourd'hui de nous regarder. Eh bien, c'est un sujet dont il est des fois difficile, dont il est souvent difficile de parler, parce que la question de l'alcool au féminin est bien souvent quelque chose de tabou. La représentation dans la société de la femme est souvent associée à la question de la maternité, et la problématique alcool au regard de la fonction maternelle. On sait que l'alcool est quelque chose de néfaste pour la maturation du futur bébé, et donc le regard social souvent sur les femmes en difficulté avec l'alcool est un regard négatif, très stigmatisant, et donc ce problème il est difficile d'en parler, et bien souvent c'est quelque chose de caché, avec des personnes en difficulté qui peuvent aller vers le soin de façon très 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 retardée. Donc moi je suis très très heureux de la démarche de la Web TV aujourd'hui, de ces causeries, d'aborder ce sujet, parce que c'est un sujet important, mais c'est un sujet aussi difficile. Oui, c'est tout l'enjeu et l'objectif qu'on se donne. On reprend sur cette question de spécificité. Alors vous avez évoqué là une spécificité plutôt sociétale en fait. C'est quelque chose de tabou et finalement ça entraîne, ça aggrave un petit peu la problématique. On en a parlé avant l'émission, il y a aussi d'autres vulnérabilités. Déjà physiologiques, à la base, il y a aussi celle-là. Il est intéressant, je pense, que les personnes puissent prendre conscience de cette vulnérabilité particulière. Oui, tout à fait. Euh, à la base, pour des raisons en effet, je dirais biologiques, il y a en effet une vulnérabilité physiologique qui existe au féminin pour la conséquence de l'alcool. C'est-à-dire que pour une même consommation d'alcool chez une femme comparé à un homme, bien souvent, le taux d'alcool au niveau sanguin va être un taux supérieur pour des questions de répartition entre les masses grasses et ce qu'on appelle la masse musculaire, et aussi le compartiment hydrique. Et donc finalement, vous avez une concentration de cet alcool qui va faire davantage de mal chez les femmes à consommation égale. À côté de ces aspects de volume de diffusion de l'alcool, vous avez aussi une activité enzymatique qui est généralement moindre, c'est-à-dire qu'au féminin, l'alcool s'élimine souvent plus lentement. Alors ce sont des généralités, à titre individuel, c'est peut-être différent, mais en général, malheureusement, les femmes vont éliminer plus lentement l'alcool, et donc l'alcool va leur faire davantage de mal. Ça c'est vraiment donc pour les aspects physiologiques, de ce qui va concerner
en général les femmes, avec une comparaison vraiment liée au sexe sur ce plan physiologique. Donc si on le dit assez simplement, sur cette question physiologique en tout cas, on peut dire finalement l'alcool va avoir des effets plus importants à quantité égale, vous l'avez évoqué, Mm. et la conséquence c'est que c'est aussi, alors une des conséquences c'est qu'elle va l'éliminer plus lentement. Donc effectivement, il y a une vraie fragilité chez les femmes vis-à-vis de l'alcool. Exactement. Les femmes sont davantage en danger vis-à-vis de la consommation d'alcool comparé aux hommes. Et ça, ce n'est que la vulnérabilité physiologique. Malheureusement, Oui, ça ne s'arrête pas là. oui, oui. Hein. Il y en a d'autres, hein, sur d'autres dimensions. Alors, psychologique, sociale, vous pourriez nous en dire plus là-dessus? Oui, tout à fait. Alors là, je le disais en préambule, hein, ce sujet est important parce que l'alcool conjugué au féminin est un sujet souvent tabou dans notre société et volontiers stigmatisé. La question de cette consommation, elle est psychologiquement souvent liée chez les femmes à un passé psychotraumatique, hein, où on va retrouver fréquemment, quand on rencontre, nous, dans une prise en charge, une personne en demandeuse de soins, on va retrouver chez elle souvent un parcours marqué par des événements de vie très lourds, et notamment ce qu'on appelle des psychotraumatismes, euh, des victimes de violences, des victimes bien souvent aussi d'abus sexuels, voire même d'inceste pendant l'enfance, hein. Donc ce sont des facteurs qui vont favoriser, quand ils n'ont pas été pris en charge, quand ils n'ont pas été évoqués, quand ils n'ont pas été entendus, qui vont favoriser l'installation d'un trouble addictif, que ce soit l'alcool ou d'ailleurs d'autres addictions. En tout cas, voilà, il y a souvent dans la trajectoire de ces personnes une vulnérabilité d'ordre psychologique, avec une consommation d'alcool qui va être volontiers solitaire, hein, qui va se faire à domicile, qui va être cachée, et donc qui va être souvent accompagnée d'une forme de déni vis-à-vis des autres, donc non évoqué par rapport aux proches, mais non évoqué même par rapport à soi-même. Compte tenu de ce regard social très stigmatisant, eh bien la personne se retrouve seule avec un usage qu'elle va malheureusement masquer et qui va retarder la prise en charge. Une forme de cercle vicieux, en fait. Parce que ce qu'on évoquait en début d'émission, hein, cette dimension sociétale va en fait aggraver, en tout cas, n'est pas du tout favorable à ces femmes. Vous le disiez, ça entraîne finalement une consommation solitaire. Tout à fait. Voilà, on est vraiment sur une consommation généralement solitaire, ou bien c'est une consommation, par exemple, entre quelques personnes, avec Oui. quelques voisines, quelques amis, et avec des consommations comme ça qui se passent bien souvent pas au vu et au su de tous, contrairement aux consommations masculines qui sont souvent plus dans des bars, dans des boutiques, avec des consommations qui peuvent être un peu plus bruyantes, un peu plus visibles. Et donc ce sont des composantes un petit peu sociologiques, hein, de fonctionnement, mais ce sont des éléments qui retardent en général la prise en charge. Il y a vraiment ce regard social, hein, vous savez, de ces locutions qu'on entend un peu proverbiales, souvent chez les personnes dans les discussions, de dire, bah voilà, un homme qui boit, ça va, mais une femme, bien franchement, c'est laid, c'est pas admissible. Tout ça fonde un fonctionnement sociétal, alors qu'en réalité, femmes et hommes peuvent être autant concernés par les addictions, et notamment par la question d'alcool, et sauf que ce regard social, cette stigmatisation très présente dans notre société, elle va renforcer le déni, elle va renforcer la solitude de cette personne, et retarder vraiment la démarche de soins qui nécessiterait d'être menée. Voilà, la question des femmes, c'est aussi une charge sociale, une charge mentale qui est très très lourde, avec des femmes qui, à côté de leur activité professionnelle, doivent souvent s'occuper de leur vie familiale. Et bien, quand il y a des traumas de vie, quand il y a des vulnérabilités qui s'accumulent les unes les autres, et quand en plus le regard social est stigmatisant, on se retrouve avec des retards de prise en charge. On parlait de la vulnérabilité physiologique. Et bien, malheureusement, nous avons des femmes qui, quand elles viennent vers le soin, avec des complications majeures, des cirrhoses installées, des pathologies très 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 lourdes. Et ça, c'est vraiment une injustice
de notre société contre laquelle il faut combattre. Et donc moi je salue les missions que vous menez aujourd'hui qui abordent ce sujet, et ce sont des choses dont il est vraiment important de parler. Oui, vous avez à moitié répondu à une question qui me venait finalement au niveau de votre service, du service d'addicto dans lequel vous œuvrez tous les jours. On- c'est quelque chose de posé que, bah voilà, d'une part, bah, les femmes que vous allez voir arriver sont dans un état plus avancé de leur problématique avec l'alcool. Donc première question, c'est ça. Est-ce que c'est voilà, on constate qu'effectivement les femmes qui passent au service d'addictologie, eh ben elles arrivent très tardivement, voilà, si je peux le dire comme ça. Et puis alors deuxième question qui est liée à celle-là, il y a plus d'hommes ou de femmes qui passent au service d'addictologie. Est-ce que ça joue là-dessus également? Alors, on a aujourd'hui quand même dans les soins, ce qu'on remarque dans l'évolution dans les soins, que ce soit en milieu hospitalier ou dans les centres d'addictologie, hein, qu'on retrouve dans les principales villes, on a davantage de femmes qui vont vers les soins. Donc les choses évoluent dans le bon sens, hein, où globalement ces femmes viennent plus facilement vers le soin, mais c'est encore assez souvent par des services, d'autres services, par exemple une complication, par exemple une personne qui vient dans un service de gastroentérologie pour une complication liée à l'alcool et qui va être réorientée à ce moment-là vers notre service. L'idéal serait bien sûr de recevoir les personnes le plus tôt possible pour des soins, et puis d'avoir une prévention qui puisse être attentive éveiller l'attention des personnes concernées, et puis de l'environnement aussi sur les éléments qui manifestent l'installation très, très précoce de ces soucis avec l'alcool, et d'orienter ces personnes vraiment comme il le faut vers les soins. Donc important à entendre finalement pour chacun d'entre nous, finalement cette image que vous évoquez de l'alcool, ce poids social, c'est nous tous hein, qui le véhiculons clairement. Euh, Prendre conscience qu'en fait ça pèse sur la capacité à les aider à les prendre en charge. Tout à C'est un fait. peu comme ça que je l'entends. Oui, oui, oui. C'est Comme... vraiment une démarche, je crois, de modification des représentations qui s'inscrit dans tout ce qui est fait aujourd'hui dans le domaine de la lutte contre le sexisme. Hein, finalement, on est aussi sur une manifestation avec cette problématique alcool d'une lutte contre le sexisme, voilà, telle qu'elle est menée actuellement dans notre société, dans nos sociétés, que ce soit dans notre région, dans notre pays ou même au niveau international. Et la question de l'alcool au féminin, ça fait partie, je crois aussi, telle que nos représentations sont empreintes d'un sexisme important. Ben oui, en fait, quand on pose des choses comme ça, évidemment, on peut pas s'empêcher à se dire, mais comment on peut faire pour lutter contre ça, ou en tout cas faire en sorte que les choses s'améliorent. Alors je sais que vous êtes également engagé sur des questions de prévention. Vous avez évoqué là finalement un premier levier pour aller dans le bon sens, c'est travailler sur ces questions de représentation, de mentalité, pour utiliser un langage plus courant sur les questions de sexisme, et peut-être ça depuis le plus jeune âge. Complètement, complètement. Voilà, il faut, je pense, lutter contre le sexisme dès le plus jeune âge, et également parler de ces problématiques d'addiction dès le plus jeune âge aussi, à différents moments de l'éducation, avant même l'adolescence. Hein. Les addictions s'installent dans près de 90% au moment de l'adolescence, donc il faut en parler à l'adolescence, et même avant cette période de vulnérabilité particulière qu'est l'adolescence en tant que phénomène de maturation à la fois physiologique et aussi psychologique. Et puis peut-être aussi, j'en parle parce que j'en ai entendu parler. Il y a aussi tout un intérêt à sensibiliser les professionnels. Alors ça peut être des collègues, médecins généralistes, hein, on peut parler du médecin traitant, mais aussi finalement tous les autres professionnels qui sont amenés à voir régulièrement ces femmes, à développer leur sensibilité, à mettre le doigt sur le sujet et peut-être orienter, accompagner plus facilement et de manière plus précoce vers le soin. Oui, oui, c'est tout à fait exact. Il est souvent difficile pour les professionnels de santé d'aborder le sujet alcool, parce que s'installe une gêne, parce qu'il y a la crainte que la personne que l'on reçoit nous dise mais comment vous imaginez que je bois Donc un professionnel de santé doit pouvoir parler d'alcool de façon très, très sereine, très, très simple, comme
comme il doit être capable aussi de parler de sexualité, d'alimentation, de tout autre sujet qui est important pour la santé globale de l'individu. Voilà, il y a une façon d'aborder le sujet qui est non stigmatisante, qui est non jugeante, en tout cas de pouvoir donner la liberté aux personnes vraiment de s'exprimer sans crainte sur ce qui concerne leur santé, de recevoir cette parole, de l'entendre et éventuellement de proposer une aide si elle s'avère nécessaire et si cette personne est d'accord aussi. Évidemment, ça pourrait en tout cas faciliter, favoriser davantage des prises en charge plus précoces et éviter les complications que vous évoquez. Complètement, oui. Sur ce sujet, on va évoluer un tout petit peu le sujet. On va, en termes de chiffres et de tendances, vous avez évoqué des femmes qui ont des difficultés, qui ont vécu des traumatismes pour ensuite tomber dans une consommation plutôt solitaire et cachée. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des tendances un peu nouvelles. Il y a les plus jeunes, il y a d'autres modes de consommation qui ont tendance à se développer. Oui, exactement. Alors ce qu'on voit au niveau statistique ces derniers temps, par le passé, on était, pour la région Réunion, sur une problématique alcool qui concernait une femme pour 7 hommes. Sur des données plus récentes, on est sur une problématique alcool qui va concerner une femme pour 4 hommes, pour des adultes. Et chez les jeunes, on a des consommations d'alcool chez les adolescentes qui vont presque concerner autant d'adolescentes que d'adolescents. Et donc cette démarche de parler en effet, de lutter contre le sexisme, de lutter aussi contre la stigmatisation, elle a aussi peut-être une autre forme d'effet finalement, c'est qu'aujourd'hui, chez les jeunes, il peut y avoir une consommation d'alcool qui est débridée, autant au féminin qu'au masculin, avec parfois des adolescentes même qui montrent, si je puis dire, le mauvais exemple en termes de consommation massive. Souvent le binge drinking, ces alcoolisations ponctuellement importantes, elles ont une présentation qui est classiquement plus masculine, mais aujourd'hui il est moins rare de voir des jeunes filles qui peuvent aussi avoir des consommations très 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 importantes. Ce n'est pas une surprise, et ça les producteurs d'alcool l'ont bien remarqué, avec un marketing qui va cibler le public féminin, avec des produits qui vont être sciemment mis au point pour séduire une clientèle féminine et initier à l'alcool avec des mélanges, des alcools présentés avec une présentation un peu glamour, avec un côté sucré, avec une forme de douceur, facilitant la consommation d'alcool, en masquant son goût, mais malheureusement en favorisant une initiation précoce de l'alcool. Pour les alcooliers, il ne serait pas abusif de dire que finalement, les femmes, c'est un marché à conquérir. Oui, comme par le passé sur le tabac, on l'évoquait tout à l'heure, ça a été exactement ça, comment faire fumer les femmes. Et Marilyn Monroe a aidé à ça dans ses publicités. Tout à fait, elle parmi d'autres personnes, avec toutes ces analogies, en effet, qui ont été déclinées au féminin et ô combien malheureusement mensongères pour le tabac. Donc on met le doigt là aussi sur une autre particularité, alors une autre forme de consommation, plus festive cette fois-ci, plus ouverte, on a dit, les plus jeunes. Et puis sur un levier, une cause aussi, c'est finalement les producteurs et surtout l'offre d'alcool qui favorise ça. Donc ça laisse entendre aussi d'autres leviers de prévention. On évoquait tout à l'heure travailler sur les représentations, les mentalités. Il y a aussi à travailler probablement sur la réglementation, la législation. Complètement. Moi, je vous rejoins totalement. L'addictologie, c'est une discipline qui se doit d'être globale. C'est pas juste médical, c'est du sociétal, c'est politique. C'est politique, ça touche à tous les niveaux. Tous les éléments que vous évoquez sont importants. Il y a une question de régulation qui a son importance aussi. Vendre de l'alcool partout, ce n'est pas forcément une bonne chose. Faciliter l'accès à l'alcool, ne pas vérifier que des ados puissent acheter aussi facilement de l'alcool dans notre société alors que c'est interdit. Autoriser la publicité pour une substance addictive. On l'avait interdit pour le tabac comme pour l'alcool, et aujourd'hui cette publicité est possible pour l'alcool, elle est partout au bord de nos routes, elle envoie des messages qui sont complètement dissonants avec les actions de prévention qui sont menées à côté. Donc
quand il y a un discours dissonant, quand il y a une incohérence dans le discours, à ce moment-là, je crois que c'est contre-productif. Donc il y a, je crois, beaucoup de choses à faire à plein de niveaux dans notre société, en effet, pour faire une prévention qui soit cohérente et plus efficace. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi, parce que bon, il y a la législation, mais finalement, et vous le savez très bien, c'est pas si simple que ça à faire bouger. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi de sensibiliser les alcooliers sur leur démarche par rapport à ça? Alors, c'est peut-être totalement inimaginable, mais en même temps, ça pourrait passer par là aussi, que les alcooliers prennent conscience de, finalement, quand on met en place une stratégie commerciale, marketing, conquérir un nouveau marché, vous l'avez dit, les femmes, un marché pour l'alcool, est-ce qu'il n'y a pas, de toute façon, au départ, un travail à faire? Est-ce que ça se fait? Ou est-ce que c'est la guerre? Ça se fait bien sûr. Il y a naturellement un discours, il y a des rencontres qui sont faites, assez récemment encore. Moi, j'ai pu participer à une rencontre qui a été faite entre la préfecture et les alcooliers et les distributeurs pour le respect de l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs. Maintenant, il ne faut pas attendre qu'un producteur d'alcool soit un acteur de prévention. Chacun son métier, on ne peut pas être juge et partie, ce sont des réalités, et vous avez un certain nombre de publications scientifiques qui montrent que si on confie la prévention aux alcooliers, au final, c'est les alcooliers et leurs produits qui gagnent, parce que la finalité d'un alcoolier, c'est de produire de l'alcool. Ils font ce qu'ils savent faire, et il y aura toujours une tentation de conquérir des marchés. Je crois que voilà, le discours doit toujours être ouvert, mais la régulation, malheureusement, elle est indispensable. En effet. Elle n'est pas forcément facile à mener. Je sais que comme sur le tabac, par exemple, le fait de ne pas pouvoir fumer dans les lieux publics, la règle est posée, plutôt les gens le respectent, mais c'est compliqué à faire concrètement appliquer. On est aussi dans une incohérence dans notre pays, c'est-à-dire que on a une culture alcool qui est très très forte. On a, il faut le reconnaître, un lobby alcool qui est très très puissant, qui est présent jusqu'au cœur du pouvoir, avec une oreille attentive du chef de l'État sur les questions de production d'alcool. Et voilà, ce soutien à la filière alcool, il peut être tout à fait compréhensible, mais il ne doit pas se faire au détriment de la santé publique. Le problème, c'est qu'il peut très bien y avoir un soutien à la filière alcool, à l'exportation, à des choses comme ça, à la fabrication de produits, mais aussi avec une régulation, qui soit une régulation qui s'inspire de la santé publique. La santé publique devrait toujours passer avant l'économie. C'est un principe de base. Oui. Mais voilà, c'est très très étonnant de voir dans notre pays que pour des raisons politiques, on va bloquer des mesures de santé publique. On est en 2023 et ça existe. Il y a encore du travail de sensibilisation et de plaidoyer à faire. Tout à fait, complètement. Voilà, vous êtes vous-même un peu engagé aussi sur le sujet. En tant que médecin, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas recevoir des patientes, recevoir cette souffrance, cette trajectoire de vie extrêmement lourde, avec souvent, c'est transgénérationnel. Ce sont des tragédies humaines qui s'étalent sur plusieurs générations, avec un système, moi j'appelle ça un système alcool, avec des conséquences et des dommages qui sont considérables. On ne peut pas ne pas être sensible à ces histoires qui sont très fortes, avec des femmes qui sont formidables par l'énergie qu'elles déploient pour traverser toutes ces épreuves. Donc notre rôle, c'est de les aider de notre mieux. Et dans ces cas-là, on a une envie, c'est de comprendre comment tout ça a été possible, qu'est-ce qu'il y a en amont, et d'agir afin peut-être d'améliorer les choses, en tout cas d'y contribuer. Oui, parce qu'en effet, ça conduit à, et puis de toute façon, ça ne les aide pas à en sortir d'être dans cet environnement qui finalement pousse dans un certain sens et favorise ça. Donc faire bouger cet environnement. Voilà, chacun d'entre nous, je pense, a son rôle pour peut-être être attentif aux autres, respectueux, et d'essayer de travailler à un mieux-être social, voilà, général, global. Et ben voilà un mot qui ressemble à une jolie conclusion pour cette émission. Merci beaucoup d'être venu. En quelques mots, l'alcool conjugué au féminin, c'est
c'est les femmes avec des vulnérabilités particulières vis-à-vis de l'alcool, on l'a vu, physiologique, hein, un corps qui va le réguler, le gérer un peu moins bien que les hommes. Un poids social très important qui va aggraver en fait, puisque amener une consommation plus cachée et du coup un retard à la prise en charge qui peut être gérer beaucoup de complications, des enjeux de prévention très forts qu'on a pu mettre en avant, hein, des mentalités qui nous concernent tous, vous qui regardez, vous qui prenez en charge des personnes, vous qui pouvez être impliqués sur des questions politiques et qui d'une manière ou d'une autre influencer l'environnement dans lequel on vit, l'affaire de tous si on peut le dire comme ça. Merci beaucoup, docteur Mété. On vous retrouvera très vite pour d'autres émissions. Quant à vous, je vous remercie beaucoup de nous avoir regardés. On vous retrouve très bientôt dans d'autres causeries. Merci beaucoup, au revoir.